Claudine Le Tourneur-Disson, nous allons partir dans un grand voyage, à la fois un voyage dans le temps, mais un voyage aussi dans la culture, avec votre dernier livre, La Bibliothèque d'Alexandrie, la première intelligence du monde, publié aux éditions du CERF. Diplômé en lettres modernes, vous êtes journaliste, documentariste, vous êtes diplômé aussi en histoire de l'art et en égyptologie à l'école du Louvre, et auteur également, autrice de plusieurs ouvrages, notamment sur l'Égypte. Comment vous est venue d'abord l'idée j'allais dire, de vous attaquer à ce mythe qu'est la bibliothèque d'Alexandrie? C'est une très bonne question en fait. C'est vrai que j'ai déjà écrit beaucoup sur l'Égypte et beaucoup sur l'Égypte antique aussi. Et je m'étais rendu compte que la partie que je connaissais le moins de cette immense civilisation était la partie ptolémaïque en fait, l'époque grecque. À partir d'Alexandre le Grand, quand il initie la ville d'Alexandrie. Je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce qui initie cette dynastie ptolémaïque et hellénistique? Bah, c'est la création d'Alexandrie, mais surtout, en fait, la création de la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais essayer de remonter le temps, de voir un peu finalement ben, qu'est-ce qu'il y avait dans cette bibliothèque, de quoi était-elle constituée. Et finalement, je me suis rendu compte que Ptolémée Ier, qui a créé cette bibliothèque, euh, avait voulu d'abord préserver tous les savoirs anciens. Et ces savoirs anciens, je me suis demandé, mais que sont-ils exactement? Et c'est en fait ce qui a été ma trajectoire, à force de questionnement. Je suis remontée comme ça aux origines de la connaissance, c'est-à-dire aux origines de l'écriture, jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle. En ce qui concerne, pour revenir à la bibliothèque et tout son contenu et toute la connaissance qui a été mise à l'abri dans cette bibliothèque, elle remonte aux Grecs. Alors on se dit, bon, les Grecs ont apporté énormément avec tous ces grands personnages, que ce soit Homère, Pythagore, Platon, Aristote, Démocrite. Mais en fait, quand on creuse un peu dans l'histoire, on se rend compte que tous ces grands noms ont été d'abord se former en Égypte et en Mésopotamie. Et que les premiers savoirs qu'ils ont été cherchés et ce sont là, en fait, aux origines de l'écriture, donc Sumer, et puis aux origines de l'écriture aussi en Égypte. Il y a la médecine, il y a la cosmologie, l'astrologie, il y a la géométrie, il y a l'étude des astres, euh, et, et tout ça a nourri tous ces savants de la Grèce antique qui ont fini par se remplir, se nourrir et absorber comme des éponges tous ces savoirs anciens pour revenir en Grèce et ensuite eux-mêmes, grâce à tous ces savoirs, les nourrir et les développer et nous donner toute cette science qu'ils nous ont laissée. L'idée de cette bibliothèque, c'est avant tout de mettre la connaissance au centre du pouvoir. C'est-à-dire, c'est le premier dirigeant dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, qui qui détermine son pouvoir à partir de la connaissance et qui veut l'imposer de cette manière. Et donc, la bibliothèque est pour lui le moyen de donner cette dimension universelle de la culture et de la connaissance. Parler un peu d'Alexandre, c'est un conquérant, mais conquérant dans tous les domaines. Alors, Alexandre, effectivement, qui a introduit mon livre, en fait, voilà, c'est vraiment l'introduction du livre. J'ai voulu retracer quand même le personnage parce que la dynastie ptolémaïque existe à travers Alexandre et la ville d'Alexandrie, qui devient une ville-monde et une ville cosmopolite, existe grâce à Alexandre. Et effectivement, Alexandre le Grand est un personnage assez controversé quand même. Alors, on en a fait un grand héros mythique, mais quand on s'arrête à tous les récits qui ont été écrits, parce qu'il est parti avec dans ses bagages, il a emmené des historiographes, il a emmené des géographes, il voulait qu'on retrace toute l'histoire de ses conquêtes. Et quand on plonge un peu dans ces récits, on se rend compte aussi
qu'Alexandre le Grand était avant tout un homme extrêmement sanguinaire aussi, un Ah oui, guerrier, mais qui aussi voulait essentiellement sa gloire, qui a pillé, qui a détruit. Il a détruit Persépolis, il a détruit la bibliothèque de Persépolis. Il était devenu un peu, après avoir été l'élève d'Aristote, lui aussi, il est devenu un peu un malade mental qui ne rêvait plus que de, de gloire personnelle. Et donc, c'est vrai que ce personnage dont on a fait un tel héros, moi, j'ai voulu rabaisser un petit peu cette dimension héroïque à une réalité plus historique. Et en fait, c'est un peu tout ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de détruire un peu tous ces grands mythes. vous avez parlé d'Aristote, de Platon. D'ailleurs, est-ce que c'est réellement les livres d'Aristote qui sont un peu le point de départ de la construction de cette bibliothèque? Alors, très bonne question, non, finalement, non. Eh Ben, bien, vous non, vous savez peut-être. non, ce ne sont pas les livres d'Aristote, malheureusement, qui ont constitué le socle de cette bibliothèque, parce que malheureusement, les livres d'Aristote ont, d'ailleurs, je l'écris dans un chapitre consacré à Aristote, qu'est-ce que sont devenus les livres d'Aristote? En fait, quand il est mort à Athènes, il avait constitué cette fabuleuse bibliothèque lui aussi, avec ses propres livres, mais aussi avec les livres de ses disciples, de ses élèves. Mais les livres d'Aristote, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Il y a une histoire, mais là aussi, qui est un peu mythique, que finalement les livres d'Aristote auraient été donnés à son neveu qui serait parti en Orient avec les livres. Enfin, on imagine assez mal quand même cette histoire. Finalement, au bout du compte, on a retrouvé ces livres à Rome. Et c'est comme ça que les textes d'Aristote ont pu être retranscrits et sauvés. Et malheureusement, effectivement, Démétrios de Phalère, qui a construit la bibliothèque avec Ptolémée, qui était lui-même un élève d'Aristote et un grand philosophe, n'a jamais réussi à obtenir les livres, et c'est pas faute d'avoir essayé, mais n'a jamais obtenu les livres d'Aristote. Mais par contre, le livre fondamental de la bibliothèque, c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Faut dire qu'Alexandre, Voilà. il ne quitte pas l'Iliade. C'est Oui, son livre de chevet, comme on dirait. absolument. C'est son livre de chevet. Il s'imagine en Achille. Il dévore ce livre. Effectivement son livre de chevet. Mais le livre, donc les deux livres de l'Iliade et l'Odyssée sont vraiment des livres précieux, si précieux que on essaye de comprendre, on essaye de sauver les textes, on essaye d'en faire des récits, on essaye de les améliorer, on essaye de les rendre plus lisibles. Donc, il y a un travail énorme qui est fait pendant des décennies sur les livres, et sur ces deux gigantesques livres que sont l'Iliade et l'Odyssée. Sans la bibliothèque d'Alexandrie et sans le travail de tous les philologues qui ont travaillé sur ces textes, on a fort peu de chances que l'Iliade et l'Odyssée soient arrivés jusqu'à nous. Est-ce qu'on a une représentation de ce qu'était la bibliothèque d'Alexandrie? En fait, c'était un musée. Initialement, Euh, à l'époque, un musée, c'était la maison des muses, c'était la maison des Mhm. 9 muses, dans lesquelles, en fait, on trouvait toutes les sciences, on trouvait euh, toute l'histoire, et la bibliothèque s'est insérée à l'intérieur du musée. On trouvait à la fois des laboratoires, on trouvait un endroit pour les astrologues pour contempler le ciel, pour les médecins de pouvoir faire des études sur les cadavres qu'on leur apportait. Donc il y avait vraiment un ensemble de choses. Et cette bibliothèque qui, au fil du temps, s'est enrichie de papyrus et de livres. C'était avant tout une bibliothèque financée par le pouvoir royal. C'était sous la domination de Ptolémée. C'était lui qui choisissait les bibliothécaires. C'était lui
qui choisissait tous les savants qui avaient droit de citer dans cette bibliothèque et qui devaient pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Ce que voulait Ptolémée, c'était faire venir tous les plus grands savants du monde, enfin du monde connu à l'époque, c'était quand même que le monde méditerranéen, et donc d'avoir ce noyau intellectuel à sa cour et d'en faire euh, un universalisme de la culture, ce qui a rendu Alexandrie, qui a donné à Alexandrie cette espèce de, de force et de lumière sur la Méditerranée et sur tous les pays des environs, parce que elle est devenue une ville où tout le monde voulait venir. Pour répondre à votre question, on ne sait absolument pas à quoi ressemblait cette bibliothèque, pas plus que les palais royaux, pas plus que tous les monuments de l'époque hellénistique, puisque tout a été détruit. Mais maintenant, je voudrais parler de résurrection, puisque dans les années 70, il y a eu un projet donc, qui a été initié avec l'UNESCO ou par l'UNESCO, je ne saurais m'en dire plus, présenté par le directeur général de la bibliothèque, Moshem Saram. Après la disparition d'Alexandrie comme capitale, si vous voulez, la ville va péricliter et va renaître seulement au XVIIIe siècle grâce à Mehemet Ali, qui dirige l'Égypte à ce moment-là, jusqu'à l'époque de Nasser en 56, quand il y a ce fameux coup d'État de Nasser. Donc à partir de ce moment-là, donc il va tout simplement virer tous les étrangers qui vivent à Alexandrie. Et à Alexandrie, c'est essentiellement des étrangers qui vivent. Il y a des Italiens, il y a des Français, il y a des Grecs, il y a toutes les nationalités. Alors tout le monde est obligé de partir, de faire sa valise en 24 heures. Ce qui fait que Alexandrie va de nouveau péricliter. Et à ce moment-là, il y a effectivement un architecte qui s'appelle Moshe Zaran, effectivement, qui dans les années 60 revient des États-Unis où il a été travaillé et où il a été beaucoup dans des grandes bibliothèques, justement, et il se dit, il faut il faut redonner vie à Alexandrie et le meilleur moyen de redonner vie à Alexandrie, c'est de reconstruire une bibliothèque. C'est lui qui a pris les faits et causes et qui a véritablement porté à bout de bras tout le chantier de cette bibliothèque. C'est lui qui a généré l'idée d'appeler l'UNESCO et de faire entrer l'UNESCO dans ce projet, d'être soutenu par l'UNESCO. Et donc, ce projet va mettre quand même plus de 20 ans à voir le jour et sera inauguré, la nouvelle bibliothèque sera inaugurée en 2002. Et donc, j'ai eu la chance d'être là en 2002, le jour de l'inauguration. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Moshe Zaran, dont je parle essentiellement dans le dernier chapitre de mon livre sur la Renaissance d'Alexandrie. À la croisée de l'histoire de la philosophie des sciences, tout ça, vous l'avez évoqué aussi, de l'Antiquité à nos jours, et je dirais presque même ainsi une sorte de projection dans le futur, parce que, comme l'écrit d'ailleurs le préfacier Thierry Mutin, ça nous amène à s'interroger sur notre présent, qui possède le pouvoir, qui le classe, qui décide de ce qui doit être oublié, et aujourd'hui, c'est une question qui est bien à l'ordre du jour. Ah oui, alors en fait, c'est très bien que vous y reveniez parce que finalement, c'est le fondement même de ce livre. C'est-à-dire, et c'est le titre aussi de ce livre, c'est la première intelligence du monde. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, l'intelligence artificielle qui a été générée il y a 3 ans, enfin qu'on a mis à notre disposition il y a 3 ans, n'existerait pas sans les livres, sans l'écrit. Et donc, moi, j'ai voulu remonter aux origines de l'écrit et aux origines de la connaissance. Et sans lui, nous perdons notre identité. Nous perdons notre identité avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui. On ne réfléchit plus, on ne pense plus, on ne rêve plus, on nous met tout à portée de main sans qu'on puisse faire, sans qu'on ait besoin de faire le moindre effort. Alors que si on reprend tous ces hommes, tout,
tous ces savants, et puis surtout tous ceux qui se sont penchés à un moment donné à se poser la question, dans quel monde vivons-nous? Qui ont essayé de comprendre le monde dans lequel nous vivons, qui ont regardé, qui ont fait développer leur imaginaire, qui ont développé leur curiosité, qui ont développé leur intelligence. Quand vous imaginez ce qu'il a fallu d'intelligence pour inventer l'écriture. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné à travers tout ce livre et tout ce travail, c'est de me dire que finalement, on a complètement oublié aujourd'hui d'où vient tout ce savoir. On a l'impression qu'il nous a été donné là, il y a tellement récemment, mais tout ça vient de très loin, de très très loin. Qui va interroger ChatGPT ou autre intelligence artificielle devrait penser à lire le bouquin peut-être un peu avant parce que quelque part il y a un papyrus peut-être qui est à l'origine de la réponse qu'il va recevoir sur son écran. C'est à la fois une fresque, ce livre, c'est à la fois un voyage, comme je le disais, dans le temps, et puis en même temps aussi vraiment une réflexion sur le futur et puis sur l'écrit, sur le savoir. Vous avez fait un travail monumental, pharaonique, je dirais presque, pour nous éclairer sur cette traversée du savoir à travers le temps. Bah Merci à vous. écoutez, si j'y suis parvenue, je suis absolument ravie. Merci beaucoup, en tout cas, de me le dire, parce que, en fait, c'est quand même assez l'objectif de ce livre. Et je voulais aussi rajouter juste une petite chose, c'est que il ne faut pas décourager les gens en pensant que ce livre est un livre d'universitaire extrêmement ardu à lire et dans lequel on a besoin d'un dictionnaire à toutes les pages. C'est pas ça du tout. J'ai voulu faire un livre qui se lit très bien, facilement. C'est une écriture très fluide. Et bon, évidemment, c'est un livre très érudit parce que j'apporte énormément de choses, mais c'est quand même un livre, je veux absolument pas décourager qui que ce soit, qui se lit quand même extrêmement bien, à partir du moment où on est intéressé par le sujet, évidemment. Merci de m'avoir accordé cette entrevue et puis Merci à vous. Merci beaucoup.